Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans une actu chaude du marketing digital, le fameux Google Consent Mode et plus précisément sa version 2. Tout à fait. Avec cette date limite du 6 mars 2024 qui a mis pas mal de pression, tout ça lié au Digital Markets Act, le DMA européen. Exactement. Alors, l'idée, c'est de décortiquer ensemble ce que c'est, ce Consent Mode V2. Oui, pourquoi c'est devenu quasi incontournable si on fait des audiences, du remarketing avec les outils Google dans l'espace économique européen, le EEE. Et voir un peu les conséquences pratiques pour les sites, les applis qui collectent de la donnée ici. C'est ça. Alors, pour commencer simple, le Consent Mode, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, c'est un peu comme un aiguilleur pour les balises Google. Tu sais, GA4, Google Ads, etc. Il leur dit comment fonctionner selon ce que l'utilisateur a choisi sur la bannière de consentement. Donc si l'utilisateur dit oui, feu vert, collecte normale. S'il dit non, S'il dit non, on adapte. Et c'est là qu'intervient la modélisation, le point clé. la modélisation, ouais. Pour essayer de combler les trous laissés par les refus, c'est ça, hein. Pour que les algos publicitaires, par exemple, ne soient pas complètement perdus. C'est l'idée principale, ouais. Maintenir une certaine mesure même sans consentement direct. Mais attention, un point super important. Je t'écoute. Ça ne remplace jamais une CMP, une plateforme de gestion du consentement, comme Didomi, Acceptio, etc. Il faut d'abord la CMP pour demander l'accord. Le Consent Mode, lui, il transmet juste ce choix aux outils Google. D'accord, c'est bien de le préciser. C'est un duo, CMP plus Consent Mode. Exactement. Mais alors, pourquoi cette urgence autour de mars 2024? La V1 existait déjà, non? Oui, mais la pression est montée avec le DMA. Google a rendu la V2 obligatoire pour ceux qui utilisent ses services pubs pour les audiences et le remarketing dans le Et la V2 se mène deux nouveaux paramètres. Ah oui, lesquels? Ad User Data, qui gère l'envoi des données utilisateurs aux plateformes pub, et Ad Personalization, pour tout ce qui est pub ciblée, retargeting. Donc, si on était en V1, il fallait absolument passer à la V2. Et on entend parler de deux façons de l'implémenter. Basique et avancé. C'est quoi la différence? Alors, le mode basique, c'est le minimum syndical si on veut. Les balises Google ne partent que si l'utilisateur a dit oui. S'il dit non, rien ne part directement vers Google pour ce tag. Simple, clair. Et l'avancé? L'avancée, c'est plus subtil. Les balises se chargent avant le clic sur la bannière. Si l'utilisateur refuse, elles envoient quand même des signaux à Google. Des signaux, ok, même sans accord. Oui, mais attention, des signaux anonymisés, sans cookies, des pings, comme on dit. L'idée, c'est que ça permet à Google d'avoir un peu plus d'informations pour sa modélisation, des infos très générales sur la visite. Mais envoyer quoi que ce soit avant le consentement, même anonymisé, ça j'imagine que ça peut faire tiquer, non? Surtout en France avec la SNIL. Tu mets le doigt dessus. C'est le point sensible. Le mode avancé, par défaut, il utilise une info technique du navigateur, le user agent, même sans consentement. Et ça, la SNIL, elle n'aime pas trop, pour le dire gentiment. D'accord. Donc si on veut utiliser le mode avancé, tout en étant, disons, ceinture et bretelles niveau conformité SNIL, Il faut une solution technique. La plus courante, c'est d'utiliser Google Tag Manager côté serveur, server-side, pour filtrer, pour supprimer ce user agent si l'utilisateur a refusé le consentement. C'est une sorte de proxy, quoi. ok, donc le choix c'est basique, plus simple niveau CNIL, mais moins de données pour la modélisation, ou avancé, potentiellement plus riche en données modélisées, mais qui demande cette gymnastique technique avec le server-side pour être tranquille avec la CNIL. C'est un peu ça le dilemme. C'est exactement ça. Un arbitrage entre potentiel marketing et simplicité de conformité. Et tout ça repose sur l'état granted, accordé, ou denied, refusé, de 4 paramètres. Analytics Storage, Ad Storage et les deux nouveaux, Ad User Data et Ad Personalization. Parlons un peu plus de cette modélisation. Google nous dit on va combler les trous, mais comment ça marche? Est-ce que c'est automatique pour tout le monde? Ah non, pas du tout. Et c'est un piège potentiel. Pour que la modélisation s'active, par exemple dans GA4, il faut des volumes de données minimum. Ah bon? C'est-à-dire? Il faut, sur plusieurs jours de suite, avoir au moins 1000 événements par jour avec Analytics Storage refusé, denied, et au moins 1000 utilisateurs par jour avec Analytics Storage accordé, granted. Waouh, 1000 refus par jour. Ça veut dire que les sites avec un trafic plus modeste, ils risquent de passer à côté. Bah oui,
C'est un risque majeur. Si on n'atteint pas ces seuils, la modélisation ne s'enclenche pas et la perte de données dans les rapports peut être énorme. On parle potentiellement de voir disparaître une grosse partie des infos sur les utilisateurs non consentants. Et Google modélise quoi exactement? Tout. Non, il y a des limites claires pour l'instant. La modélisation se voit surtout dans les rapports standards de GA4 et Google Ads. Mais ça ne s'applique pas aux audiences, ni au temps réel, ni aux explorations avancées, ni aux exports BigQuery. D'accord. Donc on récupère une vision un peu lissée dans les rapports principaux, mais pour l'analyse fine ou le remarketing, ça ne change rien au fait qu'on a perdu la donnée brute du refusant. C'est ça. La modélisation utilise des signaux généraux, type d'appareil, pays, heure, navigateur, mais sans jamais réidentifier quelqu'un. C'est une estimation agrégée. Si on résume, avantage, potentiellement de meilleurs rapports globaux, optimisation des campagnes pub maintenues, inconvénient, manque de précision possible, surtout pour les petits sites, côté boîte noire, et ça ne résout pas tout, notamment pour les analyses poussées ou les audiences. Tout à fait, et on peut ajouter la complexité d'intégration variable selon les CMP et parfois des bugs. Certains ont rapporté des transactions dupliquées, par exemple. Bon, très concrètement, si une entreprise nous écoute et se dit « mince, je suis concerné, je fais de la pub Google vers l'Europe », quelles sont les étapes? Alors 1. Vérifier qu'on a bien le dernier Google Tag ou SDK. 2. Bien identifier son trafic EIE. 3. Avoir une CMP qui collecte le consentement spécifiquement pour cette zone. 4. Vérifier que le Consent Mode V2 est bien implémenté et qu'il parle bien à la CMP. Et 5. Choisir son mode, basique ou avancé, en connaissance de cause, y compris pour la partie SNIL, si on est en avancé. Et si on n'a rien fait? Si on est resté en V1 ou sans consent mode du tout après mars 2024? Eh bien, pour ceux qui ciblent le EEE avec les audiences ou le remarketing Google Ads, c'est simple. A, ça ne marche plus. Pour les nouveaux utilisateurs, on ne peut plus les ajouter aux listes. Donc, impact direct sur la performance des campagnes. C'est clair. Pour terminer, peut-être une réflexion un peu plus large. Cette tendance à remplacer de plus en plus la donnée observée directe par de la donnée modélisée, même si c'est pour de bonnes raisons de respect de la vie privée, est-ce que ça nous éloigne pas petit à petit d'une compréhension réelle, tangible de ce que font les gens en ligne? On navigue un peu plus à l'estime, non? C'est une excellente question. Et ça ouvre tout un débat sur la nature de la donnée qu'on utilise pour décider. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos leads sur starfox-analytics.com. À bientôt.